Jean-Victor Castor, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va. Alors, je vais vous poser la même question qu'à Desviry Manière parce qu'elle me turlupine et sans doute c'est nos auditeurs également. Qu'est-ce que nos députés, qu'est-ce que vous faites depuis 3 mois ? Parce que évidemment, il n'y a pas de questions au gouvernement, on ne vous voit pas à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous en avez profité pour partir en vacances ? Vous faites le tour de la Guyane ? C'est dilettante ? Ben non, pas dilettante. C'est-à-dire que dans les missions du parlementaire, il y a donc la fabrication de la loi, mais il y a aussi le contrôle de l'action du gouvernement. Donc on s'y attache. Et puis Sauf que pour l'instant, il n'y a pas de gouvernement, donc vous n'avez rien à contrôler là pour l'instant. En fait, il n'y a pas de gouvernement, mais comme notre gouvernement démissionnaire gère les affaires courantes, et donc ils ont une représentation par l'intermédiaire du préfet et des administrations déconcentrées de l'État, donc on s'y attache. Et je peux vous dire que malgré tout, il y a des dossiers sur lesquels nous sommes obligés d'intervenir régulièrement. Alors, on a beaucoup de sujets à aborder ensemble pendant une demi-heure. D'abord, Jean-Victor Castor, ce rapport de l'Inspection générale des finances sur les carburants aux Antilles-Guyane. Alors, la Sarah, consternée par des conclusions, dit-elle, hâtives. Vous êtes battu, vous faites partie de ceux qui se sont battus pour que ce rapport de 2022 soit rendu public, puisqu'il y avait quand même des frictions, en tout cas, pour que ce rapport ne sorte pas. Un rapport donc de près de 50 pages qui a soulevé forcément un vent de contestation. En gros, on y apprend que les prix des carburants sont depuis 2011 supérieur à ceux de l'Hexagone, plus 13 centimes pour le super, plus 7 centimes pour le gazole. Finalement, on n'apprend rien dans ce rapport, Jean-Victor Castor. Mais le rapport... Il ne fait que confirmer. On va dire globalement, mais il y a des éléments supplémentaires. Ce que je veux dire, c'est que pourquoi il y a eu cet acharnement. Donc, moi, j'ai beaucoup suivi ce dossier-là. Rappelez-vous, j'avais interpellé M. le maire lors de la commission d'enquête qui disait qu'il n'était pas au courant de l'existence de ce rapport. Et puis, qui s'était engagé à nous le remettre. Mais ça date de plus d'1 an. Et puis, voilà. En fait, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Certaines personnes, bien intentionnées, ont tout fait par leurs actions de lobbying pour que ce rapport ne sorte pas. Elles avaient intérêt à ce que ce rapport ne sorte pas. Mais vous voyez bien qu'à la sortie du rapport, la vague que ça a provoqué. La vague de réaction. Et la vague de réaction, la vague... Et puis même d'action, en fait, aussi. Parce que dites-vous bien que même si on n'a pas de gouvernement, il y a des actions auprès du gouvernement, des missionnaires, auprès du nouveau Premier ministre, auprès du président de la République. Le lobbying continue. Le lobbying continue parce que les enjeux sont très importants. À partir du moment où le rapport confirme et révèle de façon chiffrée que les actionnaires, écoutez bien, les actionnaires, je ne parle pas de l'entreprise, que les actionnaires... ont un bénéfice garanti chaque année. Un bénéfice garanti, des dividendes garantis, pas des bénéfices. Quoi qu'il arrive. Des dividendes, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que quand vous mettez tous les éléments constitutifs du prix, on rajoute 23 millions qui automatiquement par an tombent dans l'escarcelle des actionnaires. Et ce ne sont pas c'est pas de l'argent qui est réinvesti dans l'entreprise. Il s'agit des dividendes des actionnaires. Bon. Donc ça, parce que j'ai entendu des réponses de la Sarah disant que oui, mais elle dit que c'est faux. Elle dit que c'est faux, ce ne sont pas les vrais chiffres. Bon. Et d'ailleurs, elle prévoit de publier prochainement les vrais chiffres. C'est quand même bizarre, mais ils auraient dû le faire avant. Ça tarde un peu. Ils auraient dû le faire avant. Moi, ce que je veux dire, c'est que de toutes les façons, ce n'est pas normal. Même si ce n'est pas 23 millions, même si c'est 10 millions. Et dans le rapport, il est précisé que c'était 33 millions. D'accord ? Bon. Moi, j'ai plutôt entendu les représentants de la Sarah justifier. J'ai encore entendu un représentant en Martinique, un représentant en Guadeloupe, justifier les 23 millions, compte tenu, selon eux, des risques qu'ils prennent, enfin, etc. Bon. Ce n'est pas normal. Deuxièmement, le rapport, il dit quoi ? Il dit que, quelque part, la Guyane est encore le dedans de la farce. La raffinerie n'a jamais été prévue elle a toujours été prévue et conçue pour la Martinique, pour le marché de la Martinique et le marché de la Guadeloupe. En 2005, la décision est prise. En 2007, c'est opérationnel. En 2008, tout de suite, comme par hasard, mouvement social en Guyane contre le prix du carburant. Donc vous avez vu, les Guyanais ont été très réactifs parce qu'on s'est rendu compte tout de suite que le prix du carburant montait en flèche. Et dans la foulée, on a organisé, on va dire, moi j'appelle ça une forme de raquette, parce que
la Sara savait très bien qu'elle n'avait pas les capacités de raffinage pour l'ensemble des 3 marchés. Et donc, elle a commencé à importer des produits raffinés, hormis le fait qu'elle le faisait déjà quand il y avait de la maintenance, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, dans le rapport, il est précisé que la moitié, plus de la moitié aujourd'hui, donc de la production, de ce qui est mis sur le marché, correspond à des produits qui sont déjà raffinés. Qui arrive du Texas notamment. Bon. Et d'ailleurs, ce rapport propose l'arrêt du raffinage. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, moi, je parle pour la Guyane. Je ne sais pas parler pour la Martinique et la Guadeloupe. Ce que je sais, c'est que nous devons sortir de ce modèle économique. Nous devons nous approvisionner à proximité de chez nous. D'ailleurs, ça correspond aux grands axes pour les circuits courts. D'accord? Nous avons du pétrole juste à côté de chez nous. Donc, avec une raffinerie au Suriname, raffinerie au Guyana, bientôt. Au Brésil, c'est la même chose. Il n'y a aucune raison, hormis les raisons. D'ailleurs, sous ça, on a du pétrole tout autour de nous, pas chez nous. Ben ça c'est encore un autre débat qu'on reprendra, Jean-Victor Castor. Non, ce n'est pas un autre débat. Là, parce qu'en fait, sur le court terme, il faut que la Sara arrête de nous faire payer des choses que nous ne devons pas payer. Donc, la Sara doit mettre en place une comptabilité analytique totalement transparente. Elle ne peut pas introduire dans la structure des prix qui sont à la pompe des éléments concernant du carburant non réglementé. Je parle du kérosène, etc. Elle ne peut pas introduire dans le mode de calcul, dans la formule de calcul, le carburant déjà raffiné qu'elle fait venir de l'extérieur, notamment des pays du Nord. Et elle ne peut pas non plus, c'est tout aussi grave, sinon plus, introduire dans le mode de calcul les autres activités qu'elle a, puisque la Sara s'est diversifiée, notamment ce qui concerne les ENR, les énergies non renouvelables. Donc, par exemple, en l'occurrence, la centrale de la CEOG, l'investissement qui a été fait rentre dans le calcul. Et ce n'est pas normal, en fait. Et c'est le rapport, c'est ce qu'il dit. Mais tout de même, Jean-Victor Castor, est-ce que la Sara... Donc, nous gagnons marre, en fait. Oui. C'est Guyanéens, nous-mêmes, nous gagnons marre. Qui écarcouillonnez-nous comme ça? En fait, parce que c'est ça, en fait. On nous fait payer des choses que nous ne devrions pas payer. Quand je parlais tout à l'heure des 23 millions, il faut que les gens se rendent compte que c'est nous, c'est à la pompe qu'on paye ça. Et la répercussion, ce n'est pas simplement quand vous allez avec votre véhicule acheter du carburant, c'est que, en fait, toutes les entreprises de Guyane, le fait de ce surcoût, quand elles utilisent le carburant pour le transport des marchandises, etc., elles le répercutent sur le prix. Est-ce que selon vous, la Sara est seule fautive de cette affaire? Parce qu'on sait bien que les prix sont régulés, il y a une commission de régulation d'ailleurs qui vérifie, il y a le préfet qui fixe les prix chaque mois. Est-ce que vous accusez, au banc des accusés, vous placez uniquement la Sara? Mais non, il y a l'État. C'est une collusion. Mais en fait, c'est un lieu commun. Nous sommes dans un système où souvent ce sont les grands groupes. Je rappelle quand même qu'on parle d'un groupe qui est coté en bourse. On parle de la société Rubis. Donc en fait, ce sont de grandes sociétés. Et les grandes sociétés, c'est elles qui dictent, malheureusement, aux gouvernants ce qu'il faut faire. C'est elles qui dictent aux États ce qu'il faut faire. Bon, je ne vous apprends rien, c'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas l'inverse. Il ne faut pas faire croire aux gens que c'est l'État qui dicte aux sociétés. Non, ce sont ces grands groupes-là. Et tout le monde paye. Quand je dis, y compris les petites et moyennes entreprises, payent les pots cassés. Parce qu'en fait, les grandes directions, c'est le milieu financier, de la spéculation financière, qui influe sur les décisions politiques. Et dans ce cas d'espèce, oui, il y a une collusion. Oui, nous, en tant que parlementaires, nous ne pouvons pas intervenir directement sur la Sara, même si prendre contact avec la Sara, négocier avec la Sara, etc., ça devra se faire autour d'une table, ça c'est certain. Mais en tant que parlementaire, notre action, c'est sur le gouvernement. Donc, et le gouvernement, le préfet, il dépend du gouvernement. Alors, le préfet, il ne va faire qu'appliquer la politique gouvernementale. La politique que le gouvernement, que Bercy va alors, imposer. Mais justement, concrètement, on fait quoi maintenant, Jean-Victor Castor? Parce que ce rapport, vous vous êtes battu pour qu'il soit publié. On sait tout ce que vous avez mené. Vous avez pris des coups, c'est une image, mais presque, parce que vous vouliez que ce rapport soit publié. Maintenant qu'il est publié, on fait quoi, y compris aller physiquement c'est à pour Bercy ça et me faire refouler, c'est bien pour ça que je dis ça. Vous êtes fait refouler. Je connais l'histoire, c'est pour ça que je dis ça. Mais concrètement, maintenant, on fait quoi, Jean-Victor Castor? Alors, parce que vous pensez qu'on peut changer les choses, vraiment? Est-ce que c'est pas une lubie? Moi, je pense qu'on peut changer les choses. Rapidement, je vais dire les axes de travail. 1,
de toutes les façons, il faut prendre contact avec tout le monde et il faut saisir le gouvernement. Donc, une fois que le nouveau gouvernement sera en place, on le saisira. On peut très bien le faire tout de suite avec le Premier ministre parce qu'il est en fonction, mais aujourd'hui, on est dans une incertitude. On en parlera dans une semaine. Il s'est engagé que dans une semaine, son gouvernement sera en place. Donc, il faudra saisir le gouvernement. 2, ça c'est notre rôle de parlementaire. 2, il faudra introduire le sujet, y compris au Parlement, auprès du rapporteur général de la Commission des finances et auprès du président de la Commission des finances. 3, on a un levier juridique qui va nous amener sur du temps long, mais qu'il faudra mettre dans la balance parce que manifestement, il y a tricherie. Mais c'est ce que j'allais vous dire, on est parti pour des années, Jean-Victor Castor. Non, je vous parle de plusieurs choses. On intervient auprès du gouvernement, ça c'est l'aspect politique. 2, il faut agir sur le terrain juridique. 3, je ne sais pas si Davy vous l'a dit, mais de toutes les façons, il faut que la population s'est mobilisée. C'est la raison pour laquelle vous avez bien compris qu'une fois que le rapport est sorti, nous avons lancé une véritable campagne d'information qui a été reprise par le sénateur Lurel en Guadeloupe. Et puis, ça fait des vagues. En fait, ce n'est pas simplement une actualité. C'est une actualité parce que les gens n'en peuvent plus. Donc, on espère, on souhaite le soutien de la population dans ce combat-là. En réalité, c'est le seul levier radical. C'est le seul levier radical que vous ayez. Mais évidemment, si nos actions politiques, nos actions juridiques ne s'accompagnent pas d'une mobilisation de la population, ça va être difficile. Mais je voulais arriver sur un autre aspect qui est très important. Et il faut qu'on se dise les choses. Si on dit qu'il faut que nous ayons la possibilité de nous approvisionner au plus près, donc le Suriname, etc., il faut prendre des contacts avec le Suriname, parce que l'argument qui est évoqué, c'est de dire que le carburant qui est fourni à proximité de la Guyane ne serait pas aux normes européennes. Normes imposées, soi-disant, pas par les constructeurs, Davy le rappelait, mais par les concessionnaires automobiles, parce que c'est eux qui ont saisi, les concessionnaires automobiles en Guyane, on sait qui c'est, d'accord, et qui ont décidé que ça poserait un problème. Je rappelle quand même que tout le long du fleuve, sur le Maroni, comme sur le Yapok, comme même y compris à l'intérieur, les fleuves de l'intérieur, Mana, Aproag, etc., tout le monde utilise du carburant. Oui, mais de manière illégale, Jean-Victor Castor. Non, mais ce que je veux dire... C'est vous qui faites les lois. Non, mais ce que vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, allons fonctionner de manière illégale. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis que ça se fait, d'ailleurs, que ces éléments-là dont je vous parle ne sont pas pris en compte dans le rapport. Donc, en fait, pour répondre aux besoins de la population, les gens passent déjà par les marchés parallèles. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on nous dit que ça pose des problèmes, toutes les personnes qui vont au Suriname, et même quand elles partent en vacances, etc., elles utilisent du carburant du Suriname avec leur véhicule. Et ce que je veux dire, vous savez, M. Canavi, à l'époque en 2008, et Mme Prévost-Madère étaient partis à Trinidad et Tobago. Et ils ont rencontré les responsables de l'industrie pétrolière là-bas. Et le président de l'un de ces organismes disait, mais vous savez, moi, j'utilise un véhicule français, moi. Vous comprenez? Donc en fait, on sait que c'est une histoire qu'on nous a racontée. Mais bon, comme nous sommes justement, il faut respecter les règles, etc. Dites-vous bien qu'on nous a raconté pendant des années qu'au Brésil, on ne savait pas mettre aux normes des machines, etc. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est faux. Non, mais ce que je veux vous dire, Jean-Victor Castor... On a une démarche politique à avoir. On doit rencontrer directement nos voisins et voir sur le court moyen terme, dans quelle mesure, eux, ils sont en capacité de mettre leur production de produits raffinés aux normes européennes. Excusez-moi de vous interrompre, mais vous êtes un homme pragmatique et réaliste. Et juste pour terminer, nous avons déjà pris les contacts avec eux. Oui, mais là où je veux... Pour le Suriname et pour le Brésil. Et ça, je suis obligé de le dire aussi, j'en terminerai, c'est la responsabilité aussi de la collectivité territoriale de faire ces démarches-là. Parce que dès le mouvement de 2008, il avait été demandé aux politiques, rappelez-vous, de faire cette démarche-là. Alors, j'ai bien compris, mais vous êtes un homme pragmatique et réaliste, Jean-Victor Castor. Vous avez pris les contacts, mais honnêtement, est-ce qu'ils vont mener à quelque chose? Parce que vous êtes dans un cadre européen, vous êtes dans un cadre français, vous ne pourrez pas changer les lois comme ça du jour au lendemain. Mais là, ce n'est pas un problème de loi, c'est un problème tout simplement de voir avec nos voisins s'ils sont en capacité ou pas de se conformer aux normes européennes. D'accord, c'est tout. Vous prenez le problème dans l'autre sens. Mais bien sûr, très bien. Mais bien sûr, Zatka dit qu'il n'est pas possible. Nous allons à nos voisins et puis nous allons dire, bon voilà, il y a un marché potentiel en Guyane. Il est adapté, nous, est-ce que vous êtes en capacité de le faire et à un prix
de telle façon que nous ayons un prix qui soit un prix qui corresponde à une diminution de 30, de 40, de 50 centimes. Voilà. D'accord, j'ai mieux compris. Et vous pensez que là, on pourrait aboutir à court terme, a priori, en fonction des discussions. En tous les cas, si vous ne faites pas les démarches, vous ne saurez jamais. Mais il faudrait évidemment le soutien de la CTG, voilà, forcément. Exactement. Alors, ça c'est pour ce dossier. Merci Jean-Victor Castor. Le député que vous êtes donc suit avec beaucoup de rigueur, j'imagine, l'évolution de la situation gouvernementale. Il y a un Premier ministre, vous l'avez dit, Michel Barnier, qui promet d'avoir un gouvernement, enfin en tout cas de nommer son gouvernement la semaine prochaine. Vous souhaitez quoi, notamment au niveau de ce gouvernement, et surtout pour l'outre-mer? Est-ce que selon vous la solution serait un ultramarin? Est-ce que ça vous permettrait de faire avancer vos dossiers ou pas forcément? C'est pas la priorité. Non, enfin... Honnêtement, là, on est dans une mascarade, ce qui se passe. Il faut d'abord dire qu'il y a un coup d'État institutionnel qui a été fait et on ne pourra pas s'empêcher. Les mots sont forts, les mots que vous utilisez, Jean-Victor Castor. Oui, mais ils sont forts, mais c'est la réalité. Quand vous faites des ministres, vous apprenez aux gamins à l'école qu'il y a la séparation des pouvoirs entre le législatif et l'exécutif. Et là, on se rend compte qu'on a eu pendant plusieurs mois des ministres qui étaient en même temps députés. D'accord ? Et qui votaient à l'Assemblée nationale et qui, en plus, il y en a un, M. Attal, qui était aussi président de son groupe. D'accord ? Donc, il fait de la politique, il est président d'un groupe politique à l'Assemblée nationale et en même temps, il est Premier ministre. Bon, et toute la presse internationale a trouvé ça extrêmement ridicule et j'invite les gens qui sont intéressés à aller lire la presse internationale là-dessus. La France n'a jamais été autant à la risée et je ne vois pas comment elle pourra continuer à essayer de donner des leçons de démocratie aux autres pays. Donc, ça, c'est un premier point. Pourquoi j'en parle ? Parce que vous savez bien que une fois qu'on sera en place, que le gouvernement sera en place, il arrivera devant l'Assemblée, il va faire son discours de politique générale et on aura à se décider, donc les deux parlementaires, Davy Riemann et moi, est-ce qu'on vote la motion de censure ou pas ? Bon, il faut être clair avec les gens, il ne faut pas leur raconter d'histoire. Bon, personnellement, moi je ne peux pas dire que c'est un coup d'État institutionnel et puis au moment où on arrive à ce vote, ne pas voter la motion de censure. Pourquoi ? Les électeurs se sont déplacés. Dans toute l'histoire, c'est le groupe majoritaire, c'est parmi le groupe majoritaire qu'on choisissait un Premier ministre. Bon, M. Macron a décidé de manière unilatérale de ne pas respecter la procédure, à savoir, je nomme un Premier ministre, même si ce gouvernement-là tombe, ce n'est pas à moi de décider qu'il va tomber, je fais un choix dans le groupe majoritaire, il arrive, il se présente, ils présentent leur politique générale, il y a une motion de censure des opposants, notamment de la droite et de l'extrême droite, le gouvernement tombe, c'est l'Assemblée qui aura pris la responsabilité de le faire tomber. Or là, il a fait totalement l'inverse et il a détricoté, décousu totalement tout l'esprit de la Ve République. Bon, on aurait pu dire que c'est un problème franco-français, que l'intérêt de la Guyane d'abord, et donc on va quand même discuter avec M. Barnier. Mais bien sûr qu'on va le faire. Si il est en place, on va travailler avec M. Barnier, avec son gouvernement. Mais quand même, en responsabilité politique, on ne peut pas ignorer ce qui s'est passé. Mais le rapport de force a changé finalement. Et on ne peut pas être caution. Je rappelle quand même pour les personnes, parce qu'on en parlait en off tout à l'heure, M. Barnier est issu des LR. Les LR, c'est 47 députés sur 577 députés. C'est le 4e groupe parlementaire. Et jamais on a vu ça. Il va même pas choisir dans le 2e groupe, dans le 3e groupe. Il va chercher dans le 4e groupe. Donc en fait, ça n'a pas de sens en fait. Est-ce que le rapport de force finalement n'a pas changé en votre défaveur, Davy Riemann et vous, puisque vous appartenez au nouveau Front populaire, qui, comme vous le dites, alors c'est là le paradoxe, est arrivé en tête des élections, mais finalement, face à ce gouvernement qui est en train d'être nommé, se retrouve en déséquilibre, j'ai envie de dire. Comment vous abordez ce rapport de force là qui est en votre défaveur désormais? Non, il aurait pu être en notre faveur, parce que de toutes les façons, la NUPES n'était pas majoritaire non plus. D'accord ? Absolument. Bon, donc pour nous, ça n'a pas changé en fait. Ce qui va changer, c'est le fait que, il faut que les gens comprennent aussi, que c'est le Rassemblement national qui décidera à tout moment. Ils sont faiseurs de roi. Ah ben bien sûr. Parce que en fait, M. Macron a décidé que ça allait être ainsi. Et M. Barnier a accepté que ce soit ainsi. Donc on aura un gouvernement qui va dépendre à tout moment de la censure du Rassemblement national. C'est-à-dire que le Rassemblement national est arbitre dans cette situation. Bien sûr, et donc c'est lui qui va faire les choix du gouvernement. Mais c'est inquiétant ce que vous dites. Ça veut dire que les mois qui viennent pour la France et pour la Guyane, symboliquement, risquent d'être compliqués ?
Mais on était déjà dans une situation compliquée. Mais là, ce sera davantage compliqué. Bien sûr, c'est plus compliqué. Mais il faut quand même rappeler que sur les deux premières années, pour la première fois aussi, c'était inédit. C'est la première fois qu'il n'y avait pas une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et donc là, le mouvement Renaissance et compagnie et ses alliés, ils avaient donc une majorité relative. Bon, c'était pas facile, mais on a pu quand même intervenir, selon moi, avec une certaine efficacité. De toute façon, les élections sont venues sanctionner l'approche que la population a pu avoir du travail qu'on a fourni. On va dire de façon assez magistrale d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on est dans une situation qui est plus complexe. On ne va pas le nier. Donc, mais l'idée de dire que s'il y a un gouvernement, moi, c'est pas le fait, c'est l'instabilité en fait. On est déjà depuis plusieurs années avec une sorte de discontinuité, parce qu'il faut quand même rappeler que le gouvernement de le gouvernement de l'ancienne majorité, les gouvernements, on va dire, on a passé plusieurs premiers ministres, mais on a aussi passé une pléthore de ministres dans tous les ministères, et y compris dans le ministère dit des Outre-mer. Et donc, à chaque fois, on était obligé de recommencer le boulot. Donc, la continuité de l'État, elle est censée être constitutionnelle, mais dans la réalité, quand on change de ministre, quand on change de cabinet de ministre, il faut revenir à la charge. La seule bonne nouvelle, c'est que M. Barnier prône un ministère de plein droit pour l'Outre-mer. C'est une bonne ou une mauvaise chose? En 30 secondes, parce que j'ai d'autres questions. Non, mais moi ça ne changera rien, selon vous? L'important, moi, je pense, de plus en plus, on s'est rendu compte qu'il faut interpeller le Premier ministre. Dans l'action, on se rend compte de ça. Parce que, aller directement à Dieu, s'adresser à Dieu plutôt qu'à ses saints. Non, parce que le ministère de l'Outre-mer, par définition, il est interministériel, en fait. C'est ça, en fait. Et c'est pour ça qu'ils ont mis en place la commission, le comité. Et Jean-Victor Castor, nos dossiers dans tout ça, le dossier de l'évolution statutaire, les dossiers de Guyane, ils en prennent un coup, non? Alors déjà, il y a une rupture pendant 2-3 mois avec la dissolution. Je parle pour l'action parlementaire. Oui, bien sûr. Mais notre action parlementaire aujourd'hui sur l'évolution statutaire, il faut qu'on soit clair. Elle est politique. C'est-à-dire que quand nous intervenons dans les COPIL, dans les congrès, etc., elle est politique. Quand nous participons aux délégations qui partent pour négocier, pour discuter, c'est de rupture d'ailleurs, puisqu'il n'y en avait plus depuis plus d'un an, presque 2 ans, elle est politique. Mais dans notre fonction parlementaire, tant que nous n'aurons pas l'accord politique avec le gouvernement français, les députés n'agiront pas. C'est-à-dire que nous allons intervenir sur les lois organiques. Mais il faut d'abord l'accord politique et ensuite les lois organiques. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, après, les interpellations du gouvernement, vous avez vu qu'on l'a fait très largement sur la question de l'autonomie, sur la question de l'évolution statutaire dans l'Assemblée, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Mais dans la fabrication de la loi, les députés, les parlementaires et les sénateurs aussi, nous interviendrons une fois que l'accord politique sera en place sur la loi organique. C'est-à-dire la déclinaison législative des accords politiques. Mais justement, est-ce que vous avez la légitimité de relancer je sais pas, de dire à la CTG, bon, les gars, on y va, on reprend le dossier, parce qu'on a l'impression que là aussi, il y a un statu quo. On parle du gouvernement, mais bon, on en reparlera une autre fois de chez nous, au niveau de la CTG. Est-ce que vous avez les moyens, la légitimité d'aller voir Gabriel Serville pour lui dire, reprenons les débats et allons au combat? En tout cas, on a plus de légitimité que 2022. Mais vous allez le faire ou pas? Vous irez voir Gabriel Serville? De Vireman et moi, on a annoncé tout de suite après les élections, avec les scores que vous avez pu voir en plus, que nous allions prendre une initiative pour rassembler donc l'ensemble des élus. Donc c'est un problème de date pour l'instant. Les maires vont organiser le congrès des maires de Guyane. Très bientôt d'ailleurs. Très bientôt, à la 23 fin et 24, me semble-t-il. Donc c'était à peu près à la même période qu'on souhaitait donc, nous prendre cette initiative. Donc bon, ça tombe pas bien. En même temps, nous rentrons donc tout de suite là au 1er octobre donc sur le budget, donc le vote du budget, le vote du budget, débat budgétaire et vote du budget. Ensuite il y aura le PLFSS. Donc il faut qu'on trouve le bon créneau. Mais en tous les cas, ça veut dire que si vous sentez que les choses n'avancent pas du côté de la CTG, vous prenez votre bâton de pèlerin. Non, c'est même pas si on sent que ça n'avance pas. On a pris la décision de demander aux élus, on va organiser une réunion pour discuter de qu'est-ce qu'on fait maintenant. D'accord. Voilà. Parce qu'on ne peut pas procéder, il faut dire les choses très clairement, enfin Davy et moi, nous pensons qu'on ne peut pas refaire la même chose. On ne va pas refaire quelque chose
on va dire, sur la méthode de travail, sur la façon d'aborder le sujet, sur la façon d'engager la concertation localement. On ne peut pas procéder de la même façon. Sur la façon de communiquer à la population, on ne peut pas procéder de la même façon. Parce qu'on a bien vu ce que ça a donné. Justement, j'allais conclure dessus, sur cette manière de communiquer à la population. Vous, dans tous les dossiers qu'on a évoqués là depuis tout à l'heure, vous dites on a besoin de vous, la population. Vous allez multiplier les rendez-vous, là, la démocratie participative. Est-ce que vous avez d'autres réunions publiques? Oui, Est-ce que c'est un levier pour vous important? Bien sûr, on aura un très très grand rassemblement qu'on va organiser au mois d'octobre. J'espère que l'agenda parlementaire va nous permettre de maintenir donc, cette fenêtre de tir-là, plutôt fin octobre d'ailleurs. Et puis, vous avez vu que tout de suite après notre élection, on avait déjà pris l'engagement d'organiser une réunion publique pour expliquer les négociations qui avaient lieu à Paris. Nous avons organisé ça dans un grand hôtel de la place. Et en 24 heures, il y avait plus de 300 et quelques personnes qui étaient présentes pendant les vacances. Donc, non, nous avons l'habitude de respecter nos engagements et c'est ce que nous avons mis en place en 2022, c'est-à-dire les réunions publiques, expliquer à la population, être clair, tranché, ce qu'on dit ici, on le dit là-bas. Voilà, on va avoir la même rectitude vis-à-vis de la population pour qu'elle soit totalement au courant et qu'elle s'empare de tous les sujets. Et justement, Jean-Victor Castor, vraiment en 10 secondes, beaucoup s'accordent à dire que dans le contexte, dans le désordre politique du moment, il faut s'attendre à de nouvelles élections législatives dans moins d'un an, une nouvelle dissolution. Vous y croyez? Est-ce que vous vous y préparez déjà? En toute honnêteté. Non, nous on fait le travail qu'il y a à faire parce qu'on a été mis en place, on fait notre job. Mais il est fort probable qu'il y ait une dissolution. C'est à craindre selon vous. Merci beaucoup Jean-Victor Castor, on suivra. Je voulais juste dire un mot. J'interviendrai par urgence parce qu'on a appris, parce que c'est dans ma circonscription que tout l'Est guyanais n'a plus de réseau Internet. Ça se multiplie. Il y a des responsabilités multiples là-dessus. Parce que en fait, les travaux qui sont faits par l'une des sociétés guyanaises qui installe la fibre optique, quand elle fait ses installations en direction de l'Est, elle dégrade l'installation existante. Bon. Et ce n'est pas la première fois, donc il faut mettre un terme à ces aléas-là, parce que en fait, c'est tout l'Est guyanais qui, depuis plus de 24 heures aujourd'hui, et sans réseau informatique. Eh bien, on suit ce dossier de près. Internet. On suit ce dossier de près et on n'hésitera pas à vous recontacter ou en tout cas à vous réinviter si nécessaire pour ce dossier aussi qui est l'un des dossiers. Tous les dossiers sont chauds. Tous les dossiers sont chauds et Dieu seul sait s'il y en a. Merci Jean-Victor Castor.